parole peut-être immédiatement à Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2018 proposait pour la mission Justice un nouveau budget en croissance fondé sur l'augmentation des crédits et des emplois de l'ensemble des programmes. Quel bilan peut-on aujourd'hui en tirer ? De fait, l'exécution 2018 se solde par une nouvelle et sensible augmentation des financements disponibles. Les crédits de paiement atteignent la somme de 8 687 millions d'euros, c'est-à-dire en hausse par rapport à l'année précédente de 3,36%, ce qui représente 6 906 millions d'euros hors casse-pension. Le montant des crédits de paiement consommés progresse pour sa part de 2,75%. En revanche, les autorisations d'engagement disponibles et consommées reculent respectivement de 16,52% et de 6,67%. Ce mouvement s'explique par le rythme des opérations de l'administration pénitentiaire. Pour autant, l'exécution 2018 s'inscrit bien dans le mouvement de progression continue des ressources allouées à la mission, avec des autorisations d'engagement et des crédits de paiement d'un niveau inédit. À l'exclusion de l'administration pénitentiaire, le montant des dépenses augmente pour l'ensemble des programmes. En revanche, le rythme de cette croissance apparaît moins soutenu qu'en 2017, s'agissant des CP, mais on peut le comprendre. Par rapport aux crédits disponibles, l'exécution 2018 est marquée par une baisse très sensible du taux de consommation des AE, du fait de la conjonction principalement de deux facteurs. D'une part, l'importance des reports et des crédits disponibles, d'autre part, les difficultés rencontrées dans la conduite d'opérations complexes de l'administration pénitentiaire. La diminution apparaît plus modérée s'agissant des crédits de paiement. On notera cependant l'absence de véritable tension dans l'exécution de la programmation. Cela s'explique en partie par la réduction du taux de mise en réserve des crédits qui est passé de 8% à 3% pour le hors titre 2, et ça, c'était effectivement une bonne nouvelle pour le ministère. Les dépenses de personnel connaissent une croissance sensible, plus 3,13%, mais en léger retrait par rapport à 2017, où ils étaient de plus 4,75%. Les dépenses de fonctionnement augmentent de 6,92%. Elles excèdent le montant prévu en loi de finances initiale, du fait d'un nouveau dépassement de l'enveloppe des frais de justice. Et là, nous avons un point de vigilance, j'y reviendrai. La mission justice voit de nouveau ses effectifs augmenter et atteindre un niveau inégalé de 83 552 équivalents temps plein travaillés. L'exercice 2018 s'achève néanmoins par une nouvelle sous-exécution du plafond d'emploi. En l'occurrence, cette sous-exécution est de 1267 ETPT. Au plan des emplois, deux faits marquants méritent d'être soulignés. Une augmentation significative de l'effectif des magistrats en activité en conséquence de l'affectation de 359 auditeurs de justice en 2016, la réalisation du schéma d'emploi de l'administration pénitentiaire pour 2018 et le rattrapage de la sous-exécution de 2017, avec la création d'une partie des 100 postes de surveillants pénitentiaires prévus par le protocole de sortie de crise qui a été conclu le 29 janvier 2018. Sur la base de tous ces chiffres, nous pouvons sans doute donner acte au ministère de la Justice des progrès accomplis dans l'exécution de la loi de finances. Pour autant, d'autres résultats plus contrastés, et c'est le rôle d'un rapporteur spécial, soulèvent quelques interrogations quant à la maîtrise des dépenses et l'efficacité du service public de la justice. Au plan budgétaire, l'exécution 2018 se solde par un nouveau dépassement de cette fameuse enveloppe des frais de justice. Le montant des crédits consommés sur ce poste atteint 528 millions d'euros contre une dépense qui était provisionnée à hauteur de 478 millions d'euros. En soi, ces chiffres doivent pousser le ministère de la Justice à approfondir les expérimentations et la mise en œuvre des mesures d'économie évoquées au cours de l'examen du projet de loi de finances pour 2019. Je tiens à attirer l'attention de nos collègues sur l'évolution de l'aide juridictionnelle. La consommation des crédits alloués à son financement progresse en effet de manière spectaculaire, avec une croissance de plus 13,5%. Ce chiffre ne peut que nous interroger sur la capacité du gouvernement à maîtriser les effets profondément inflationnistes de la réforme, il faut bien le dire, mise en œuvre entre 2016 et 2018.
La question se pose d'autant plus qu'en 2018, le taux de recouvrement des frais avancés par l'État au titre de l'aide juridictionnelle enregistre une nouvelle dégradation. Sur le plan des performances de la mission, je ne peux que relever la persistance de l'écart entre la progression des ressources budgétaires et les résultats obtenus. Ainsi, plusieurs des indicateurs les plus significatifs au regard des missions de la justice montrent des résultats en deçà des cibles qui avaient été assignées, une performance à peine équivalente à celle qui avait été mesurée en 2017, voire en 2016. Ce constat prend un relief tout particulier en ce qui concerne les délais de traitement des procédures civiles ou encore le taux d'occupation des établissements pénitentiaires. Mais on peut percevoir d'autres contre-performances ou difficultés dans l'évolution du pourcentage de juridictions dépassant de 15% le délai moyen de traitement des procédures civiles. Le ministère de la Justice s'est engagé dans un développement résolu de ses ressources informatiques, avec deux objectifs: dégager des gains de productivité par le biais de la dématérialisation des procédures, aussi bien civiles que pénales, étendre l'information offerte aux justiciables. Or, la Cour des comptes évoque une difficulté à identifier les économies réalisées en 2018 dans la mesure où la dématérialisation n'est pas encore totalement effective. Dès lors, je souhaiterais, Madame la Ministre, vous poser trois questions sur cette exécution budgétaire. La première, quel est l'état de réalisation des grands projets informatiques du ministère de la Justice? La deuxième, quelles économies leur mise en service opérationnel pourrait-elle permettre de dégager? Quant à la troisième, le renforcement des ressources informatiques peut-il contribuer à la mise en place de nouveaux indicateurs de performance, notamment pour mesurer l'efficacité de la réponse pénale? Surtout, les applications en cours de développement vont-elles doter le ministère de la Justice des instruments de mesure des coûts et d'affectation rationnelle des ressources, dont l'enquête de la Cour des comptes sur l'approche méthodologique des coûts de la justice a montré de manière assez claire la nécessité. J'en viens maintenant au thème des travaux de contrôle que j'ai réalisés, à savoir la prise en charge des auteurs d'actes terroristes. Depuis les actes perpétrés en janvier et novembre 2015, la prise en charge des auteurs d'actes terroristes constitue un enjeu d'une importance croissante pour l'ensemble de la mission justice. Il en va ainsi pour le parquet près du tribunal de grande instance de Paris. Celui-ci traite actuellement 417 informations judiciaires et 270 enquêtes préliminaires. Les informations concernent 512 personnes mises en examen, dont 244 détenus. Depuis 2012, 1630 procédures ont été ouvertes à ce titre-là. Au sein des établissements pénitentiaires, les derniers chiffres communiqués par l'administration font état de 952 détenus de droit commun suspectés de radicalisation. Le nombre des terroristes islamistes, les TIS pour utiliser la terminologie interne au ministère, s'élève à un peu plus de 500. Sur les 170 000 individus placés sous main de justice en milieu ouvert, on recense 250 TIS et 600 délinquants par ailleurs. Toutefois, le traitement des auteurs d'infractions terroristes paraît devoir mobiliser des moyens importants et nouveaux. Par rapport à d'autres mouvances ayant frappé la France, et c'était l'un des travaux réalisés, entre les années principalement 1970 et 1990, le terrorisme, il faut bien le dire, se revendiquant de mouvements islamistes, présente en effet certaines spécificités liées à ses fondements idéologiques, aux dynamiques de groupes qui le caractérisent et, comme ça a été relevé par notre administration, par une dangerosité accrue. Ce constat a conduit le ministère de la Justice à développer un dispositif aujourd'hui relativement complet et bien pourvu en ressources. S'agissant de l'exercice des poursuites pénales, ce dispositif repose sur la mise en place d'un parquet national antiterroriste créé dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 que vous avez portée et de réforme de la justice. Ce ministère public spécialisé et à compétence nationale va succéder à l'actuel parquet de Paris. Pour ce qui concerne les conditions d'incarcération, le ministère de la Justice tend à systématiser des procédures d'évaluation préalable à l'affectation dans un établissement pénitentiaire et à la fixation du régime de détention. Le dispositif repose sur la mise en place de quartiers d'évaluation de la radicalisation, les fameux CAIR. Ceux-ci se trouvent au sein des maisons d'arrêt de Fresnes, de Fleury-Mérogis, d'Auny dans le Val d'Oise et de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais. 450 places devaient être ouvertes au premier semestre 2019.
L'évaluation au sein de ces structures nouvelles s'étale sur 17 semaines. À l'issue de cette période, les détenus peuvent être placés sous régime de détention ordinaire dans un quartier de prise en charge de radicalisation ou en quartier d'isolement. D'après l'ensemble des acteurs rencontrés, l'évaluation réalisée dans le cadre des CAIR donne satisfaction, même si l'on ne dispose pas à proprement parler d'études scientifiques sur leur réalisation actuellement. On notera en revanche que la durée de l'évaluation et le nombre de places finalement restreintes pèsent sur la capacité d'accueil. Ces éléments factuels me conduisent, Madame la Ministre, à vous interroger sur les points suivants. Premièrement, quels instruments ou indicateurs de performance le gouvernement compte-t-il mettre en place afin d'assurer une évaluation des moyens et des politiques conduites dans la prise en charge des auteurs d'actes terroristes? Deuxièmement, quelles décisions budgétaires le gouvernement entend-il proposer au Parlement afin d'assurer l'adaptation des ressources de la justice à de nouvelles charges créées par les suites des crises successives auxquelles la France a pu être confrontée depuis 2015 ? Je pense ici aux besoins humains, financiers et matériels que ne manqueront pas de susciter l'organisation des procès engendrés par les actes terroristes perpétrés à partir de janvier 2015 sur notre sol, ainsi que l'éventuel retour de Français des théâtres d'opération du Levant. Je pense également à la dotation du parquet national antiterroriste en magistrats envisagée par la chancellerie. Dans une certaine mesure, le transfert d'effectifs peut mettre en cause la capacité, cette fois-ci, du parquet de Paris, qui aujourd'hui assure cette mission, à accomplir les missions dont le poids va croissant par ailleurs. Et puis, troisième et dernière question, Madame la Ministre, par quel dispositif la coordination des acteurs des différents maillons de la chaîne pénale peut-elle être garantie? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur spécial. Est-ce que Monsieur Houbron, rapporteur